Mesdames et messieurs, nous sommes samedi 9 décembre 2017 au sommaire. La deuxième édition du Forum Africa 2017 à Sharm el-Sheikh a pris fin ce samedi matin. Un forum qui s'est tenu en présence de 4 chefs d'État africains, dont le président Alassane Ouattara et du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Ici en Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly était hier dans la région du Boclé où il a procédé au lancement des travaux du débarcadère et de la construction du marché central de Sassandra, un don du Japon d'un montant de plus de 15 milliards de francs CFA. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution qui demande à la MINUSMA d'apporter un soutien logistique et matériel aux forces antiterroristes du G5 Sahel. Paris portait cette résolution, mais Washington a refusé que les fonds de l'ONU soient engagés dans la force du G5. Voilà pour les principaux titres de ce 13h. Bonjour et bienvenue sur RTI 1. Nous ouvrons ce journal avec le président de la République Alassane Ouattara qui a quitté Sharm el-Sheikh ce samedi aux environs de 9h temps universel après le Forum Africa 2017 qui a refermé ses portes ce matin dans cette cité balnéaire égyptienne. Le chef de l'État se rend donc à Paris en France où il va prendre part à la rencontre dénommée One Planet Summit, un sommet qui vise à évaluer la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat, notamment la mobilisation des financements privés et publics promis lors de la COP21 à Paris en 2015. La deuxième édition du Forum Africa 2017 s'est donc ouverte hier vendredi à Sharm el-Sheikh en Égypte sur le thème « Promouvoir le commerce et les investissements en Afrique ». C'était en présence de 4 chefs d'État africains dont le président Alassane Ouattara et du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Les hôtes du président égyptien Fattah al-Sisi ont parlé d'une Afrique solidaire et intégrée face aux défis du développement. Les précisions de notre envoyé spécial sur place, Jérôme Kofi Abola. Quand au deuxième jour de ses travaux au centre de conférence de Sharm el-Sheikh ce vendredi, le Forum Africa 2017 décide d'accorder une place à l'entrepreneuriat des jeunes. C'est un mérite que le sommet Union africaine-Union européenne tenu récemment à Abidjan a d'avoir fait école à travers son thème. Le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Dans un cas comme dans l'autre, il est question d'investir pour permettre surtout le développement du continent africain, comme le veut particulièrement le rendez-vous de Sharm el-Sheikh. Mais quel type d'investissement? La réponse à cette préoccupation du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à la suite de ses pairs du Rwanda, de la Guinée et de l'Égypte, est sans équivoque. Nous devons absolument cibler les investissements dans les domaines tels que la sécurité, l'industrie, les nouvelles technologies et surtout le développement des infrastructures. Cela comprend également les projets sociaux et dans chacun de nos pays, ainsi que les grands projets sous-régionaux dans le secteur du transport et de l'énergie pour favoriser l'intégration régionale. Mieux, le chef de l'État ivoirien, dans sa démarche, évoque l'exemple de la Côte d'Ivoire pour ce qui est de la réalisation de ces projets de développement. En Côte d'Ivoire, nous avons entrepris d'allouer plus d'un tiers de notre budget national, le budget annuel, aux dépenses sociales, en particulier dans les domaines de l'éducation et de la santé, et en mettant l'accent sur l'égalité des sexes, l'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans, l'enseignement et la formation professionnelle, ainsi que la couverture médicale universelle. En ce qui concerne l'approvisionnement en eau, nous avons produit en 5 ans, de 2011 à 2015, autant d'eau potable que pendant les 50 ans qui ont suivi l'indépendance. Nous avons augmenté notre capacité énergétique de 38%. Passant ainsi de 1450 MW en 2011 à 2000 MW en 2016, pour un pays qui n'a que 24 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous exportons de l'électricité vers 7 pays de la sous-région. Notre objectif est de devenir la plaque tournante énergétique de notre région et de doubler la capacité à 4000 MW d'ici 2020. Pour le président Alassane Ouattara,
La Côte d'Ivoire, dans ses efforts, entend partager. Autrement dit, donner, mais non sans recevoir des autres. D'où son invitation aux investisseurs à prendre la destination du territoire ivoirien en vue d'un partenariat où tout le monde gagne. Je voudrais vous inviter à vous joindre à nous dans la construction d'un avenir durable en Afrique. Et à cet égard, je vous encourage à investir en Côte d'Ivoire. Et j'encourage les entreprises égyptiennes qui l'ont déjà commencé à venir en Côte d'Ivoire et investir notamment dans le domaine des infrastructures. Aussi, pour l'organisation de la deuxième édition du Forum Africa 2017, le président Alassane Ouattara saisit-il l'occasion pour rendre hommage à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi et aussi pour la contribution des entreprises égyptiennes à la réalisation en Côte d'Ivoire des projets de développement. Tout cela à mettre au compte du renforcement des relations voulues par les deux pays. Les entretiens entre les deux chefs d'État après les différentes allocutions marquant cette journée des travaux du Forum Africa 2017 se présentent comme une occasion de plus pour eux d'en parler. Ici à Abidjan, Daniel Kablan-Duncan a rencontré hier vendredi les membres du comité d'organisation du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Le vice-président leur a exprimé les vives félicitations du chef de l'État pour la qualité de l'organisation pratique de ce sommet. Ces échanges ont abouti à un bilan provisoire du 5e sommet avant le bilan définitif qui lui est attendu dans les semaines à venir. Mahama Traoré. Je vais donc vraiment vous remercier au nom du président de la République, toutes et tous, pour ce travail acharné. Ça n'a pas été facile, c'était difficile. Il y a eu parfois des grincements dedans, mais c'est très bien passé. Je voulais que vous applaudissiez vous-même. C'est par ces mots de gratitude que le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a entamé cette rencontre avec les artisans du succès de l'organisation du 5e sommet Union africaine-Union européenne. À juste titre, car la tenue de ce sommet en terre ivoirienne représentait un défi majeur pour le pays, défi relevé en seulement quelques mois. À l'heure du bilan, il est indéniable que l'organisation du sommet a été un succès éclatant, comme le président de la République a eu à le dire, tant par le haut niveau des chefs de délégation, il y a eu 54 chefs d'État et de gouvernement, mais aussi par l'importance des sujets débattus et des décisions donc arrêtées. Les statistiques préliminaires, je dis bien préliminaires, indiquent que le sommet a enregistré environ 6500 personnes, dont 722 journalistes et 2800 hommes d'affaires pour le Forum des affaires. Ce sont au total 82 délégations venues de 54 pays africains et de 28 pays européens qui ont marqué de leur présence le 5e sommet UAUE 2017. Le sommet est certes terminé, mais la mission du comité d'organisation, elle, se poursuit. Je voudrais instruire l'ensemble des membres, et notamment donc le comité technique, à l'effet donc de produire un bilan technique et financier complet du sommet avant la fin donc de ce mois de décembre. Il faut boucler le règlement, s'il en reste, en ce qui concerne les entreprises, les fournisseurs, les prestataires qui ont fait confiance au gouvernement, de manière à ce que tous les marchés qui ont été dûment signés, nous puissions donc prendre les dispositions pour régler, au cas où certains n'ont pas été réglés, avant la fin donc de ce mois, dans toute la mesure du possible. Pour rappel, c'est le 27 mars dernier que le Comité national d'organisation du 5e sommet UAUE a été institué par décret présidentiel. Il est composé de 3 entités, à savoir un comité d'orientation et d'impulsion, un comité de pilotage et d'un comité technique. Le reportage de Mahama Traoré a été commenté par Awa Touré. Amadou Gon Coulibaly était hier dans la région du Boclé où il a procédé au lancement des travaux du débarcadère de Sassandra. C'est en novembre 2016 que le Japon, à travers l'Agence japonaise de coopération internationale et le gouvernement ivoirien avaient signé un accord de don d'un montant d'environ 15 milliards 300 millions de francs CFA pour le financement du projet d'aménagement du site du port de pêche et de construction du marché central de Sassandra. Herman Guivet. Ce débarcadère, les populations de Sassandra
l'attendent depuis des lustres. La pose de sa première pierre par le Premier ministre Amadou Coulibaly vient comme une brise de mer, insuffler la dynamique du développement et sortir Sassandra de sa léthargie. Jadis, pôle économique du Bas-Sassandra et des autres districts voisins, Sassandra vit de façon nostalgique son histoire. Sassandra s'est donc mis à rêver. Implorant le Dieu Tout-Puissant de lui venir en aide, ce cri de cœur a été entendu par un grand homme par la volonté de Dieu. Il s'agit de son Excellence le Président Alassane Ouattara. Monsieur le Premier ministre, vous êtes là pour la pose des premières pierres du débarcadère et du marché central de Sassandra. Le rêve est devenu réalité. Pour le maître d'ouvrage, le ministère des Ressources animales et halieutiques, la pose de la première pierre de ce débarcadère est une véritable opportunité économique pour cette région, dont l'activité principale repose sur la pêche. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la communauté des acteurs de la pêche artisanale et les commerçants de Sassandra ne vous diront jamais assez merci. Merci pour les engagements personnels que vous avez pris afin de faciliter la réalisation de cet important projet, un projet qui va sortir la pêche artisanale du secteur informel en la restructurant en profondeur de manière à garantir les produits qui en résulteront et qui lui permettront une traçabilité conforme aux normes internationales. Aujourd'hui, grâce à la volonté de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, notre pays, à travers l'ensemble des points de débarquement de pêche, entame ainsi sa marche vers la modernisation de sa pêche artisanale. Partenaire sur ce projet d'une extrême importance, l'agence japonaise de coopération, la JICA. Ces différentes entreprises de mon pays visent à contribuer activement à la mise en œuvre du plan national de développement dans l'objectif d'atteindre l'émergence d'ici à 2020, tout en favorisant un développement harmonieux et équilibré entre les zones rurales et urbaines. Le Premier ministre Amadou Coulibaly a salué le dynamisme de la coopération ivoiro-japonaise, dynamisme dont les fruits sont bien visibles, tout en rassurant les populations du Boclé sur les questions relatives au développement de leur région. En posant la première pierre de ces deux ouvrages, parlant du débarcadère et du marché central, d'un coût global de 15 372 milliards de francs CFA, le gouvernement vient donner une réponse concrète à la requête des populations qui a été adressée au président de la République. Le débarcadère et le marché central moderne vont profondément impacter positivement le développement économique et social de la commune de Sassandra. Chers parents de la grande région du Boclé, les infrastructures qui vont être construites sont les vôtres. Vous devez tous vous impliquer, toute communauté confondue, pour en tirer des avantages pour votre bien-être. Oui, le Boclé est une région enclavée qui a besoin d'investissements importants pour valoriser ses riches potentialités économiques, culturelles et touristiques. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a pris l'engagement en 2015 d'apporter les meilleures réponses à ses préoccupations. Le gouvernement y travaille donc activement et je suis sûr que le moment venu, d'ici 3 ans et dans les 3 années à venir, vous entendrez les bonnes nouvelles parce que le président Alassane Ouattara est un homme qui ne dit que ce qu'il va faire et quand il l'a dit, il le fait. Depuis quelques jours, la ville de Sassandra fait face à des problèmes de fourniture en électricité. Le Premier ministre Amadou Coulibaly rassure, ces problèmes seront résolus dans l'immédiat. Je vais rassurer toutes les populations de Sassandra que dans la journée d'aujourd'hui et au plus tard demain, mais nous pensons plus dans la journée d'aujourd'hui que demain, le problème de l'électricité de Sassandra sera réglé. Le débarcadère sera bâti sur une superficie d'environ 1 hectare et pourra accueillir plus de 300 vendeurs. Amadou Coulibaly a par la suite procédé à la visite du nouveau marché de Sassandra, 2,5 hectares de superficie, capacité d'accueil, environ 900 commerçants.
La population de Sassandra se disent soulagée et heureuse de ce qui a été fait par le gouvernement et surtout de ce qui est prévu pour la région. Elles ont tenu à exprimer leur choix au micro de notre reporter sur place. Nous sommes contents pour que nos enfants, nos petits-enfants aient tout le temps à travailler. Donc, disons merci au président Ouattara. Merci à son gouvernement. Merci à tous ceux qui l'entourent. Merci aussi à tous ceux qui ont pensé à ce débarcadère-là. Merci à tout le monde. Nous sommes très heureux. En tant que fils natif de Sassandra, nous ne pouvons que remercier le président de la République et son gouvernement à travers le Premier ministre qui est un homme d'action, est un homme de parole, est un homme battant qui se bat pour toute la Côte d'Ivoire. C'est un projet novateur, c'est un projet avec un projet d'avenir qui va booster l'économie, donc trouver de l'emploi aux jeunes et donc donner une plus-value à la région, qui est une région touristique, tout le monde la connaît. La région de Sassandra était la pourvoyeuse de produits halieutiques et nous pensons que ce projet va ouvrir beaucoup d'horizons. On savoure la joie de la pose de la première pierre de cet édifice que sera le port de pêche de Débarcadère. Ce sera un joyau. Nous avons vu les plans, nous savons sa valeur. Et nous en sommes très reconnaissants au président de la République. Et une action du gouvernement qui a encore décuplé la joie des populations, comme l'a promis le Premier ministre dans son allocution. Le problème d'électricité à Sassandra ne sera bientôt plus qu'un vieux souvenir. Vous le voyez là en image, le transformateur censé régler le problème a été réceptionné hier même avant la fin de la journée. L'Office national de développement de la riziculture et de la Banque islamique de développement BID ont procédé au lancement du projet de production et de traitement de semences certifiées de riz en Côte d'Ivoire. Ce sont 15 milliards de francs CFA qui seront ainsi engagés pour la construction de 7 nouveaux bâtiments de conditionnement. Une grande première pour la filière rizicole en Côte d'Ivoire qui n'a à ce jour qu'un seul centre de conditionnement et de traitement des semences certifié pour la filière. Les précisions de Cheikh Koné. Depuis de nombreuses années, la filière rizicole en Côte d'Ivoire est confrontée à une faible capacité de production sémencière. Seulement 2000 tonnes de semences sont produites chaque année face à des besoins des riziculteurs 10 fois plus importants. Notre incapacité présente à fournir assez de semences aux paysans sémenciers va faire qu'ils vont s'adresser à d'autres horizons. Donc on sait que ça c'est un mal, mais c'est un mal qui a sa solution dans le dispositif que nous sommes en train de mettre en place. C'est pour permettre le renforcement des capacités nationales de production de semences certifiées de riz et l'extension progressive des zones de production que la Banque islamique de développement, BID, et l'État de Côte d'Ivoire ont respectivement approuvé le décaissement de plus de 15 milliards de francs CFA pour la construction de centres de production de semences. Ce projet consistera en la construction et l'opérationnalisation de 7 centres de conditionnement de semences et 4 laboratoires de certification dans les localités de Yamsokro, Korogo, Gagnoa, Odiene, Man, Agboville et Bondoukou pour une capacité minimale annuelle totale de 26 000 tonnes de semences par an. Ce projet est la base du développement de la stratégie rizicole de Côte d'Ivoire. Parce que nous savons tous que les semences sont le point d'entrée de tout développement. Surtout les bonnes semences, les semences certifiées. Prévu pour une durée de 3 ans sur la période 2017-2019, ce projet de production sémencière est le deuxième du genre financé dans le monde par la Banque islamique de développement. Un mot de défense dans ce journal. La Marine nationale renforce son dispositif de sécurisation de la façade maritime ivoirienne. Elle vient de recevoir un patrouilleur. La cérémonie de remise officielle de ce don de la Chine a eu lieu vendredi dernier à Vridi, à l'atelier de la Marine nationale, en présence d'Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de la Défense. Le témoignage de Michel Digré. C'est un patrouilleur qui peut embarquer une vingtaine de personnes pour une autonomie de 4 jours. Ce don de la Chine à la Marine nationale de Côte d'Ivoire vient accroître les capacités de surveillance et de protection de l'espace maritime du pays. La remise de ce navire est le fruit de la coopération militaire initiée par les deux pays en juin 2015. Conformément à l'accord signé entre les armées chinoises et ivoiriennes en 2015, un patrouilleur chinois est arrivé en Côte d'Ivoire en mai 2017. Une équipe de 13 experts de la marine chinoise est arrivée quelques jours après. La partie chinoise et la partie ivoirienne se sont aussitôt mis au transfert technique de ce don. Nous sommes réunis pour recevoir ce patrouilleur
qui va renforcer la capacité de nos marins dans le cadre de la lutte contre la piraterie, dans le cadre de la défense de nos zones exclusives maritimes, dans le cadre de la protection de notre économie. Car comme tout le monde le sait, les enjeux de la mer pour un pays comme la Côte d'Ivoire sont majeurs pour son économie. Et le gouvernement a créé un secrétariat dédié à la gestion de toutes les implications de l'État en mer. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a tenu à rendre un hommage à l'ambassadeur chinois. Et je vois ici votre engagement personnel, toujours à nous aider à faire en sorte que l'axe Abidjan-Pékin soit un axe majeur de la stratégie de coopération entre un grand pays d'Asie, la Chine, et un grand pays africain, la Côte d'Ivoire. D'importants matériels ont été remis à l'atelier de la Marine nationale à Vridi pour améliorer ses capacités d'intervention. Reportage signé Michel Digré. ICASA 2017, c'est bientôt fini. La 19e édition de la plus grande conférence sur le sida en Afrique referme ses portes ce samedi. Elle a réuni plus de 10 000 délégués de la communauté mondiale sous le thème de la conférence donc, l'Afrique, une approche différente vers la fin du sida. Un thème qui engage tout le continent et tous les participants dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement. L'ICASA de cette année a été une occasion pour la communauté internationale et tous les Africains de conjuguer leurs efforts dans l'aboutissement d'une Afrique sans sida. Et en Côte d'Ivoire, le VIH-Sida touche environ 460 000 personnes. Et si bon nombre d'individus infectés suivent leur traitement, beaucoup d'autres ne le suivent pas du tout ou l'arrêtent juste après un moment. On les appelle les perdus de vue. Pourquoi ces personnes infectées ne prennent-elles pas leurs médicaments? Combien sont-elles en Côte d'Ivoire et en quoi peuvent-elles être un danger pour les non-infectés? Élément de réponse dans ce document signé Davis Oyo et Franck Quadio. Ces pas sont ceux de Blandine, non d'emprunt. Cette ménagère, la quarantaine révolue et séropositive, avait décidé d'arrêter le traitement quelques années plus tôt. J'ai arrêté mon traitement parce qu'à l'hôpital là-bas, on me recevait mal. Tu vois, vous faites asseoir. Vous venez tôt. Vous êtes assis là jusqu'à... Il vient vers 8 h. Il vient là maintenant. C'est pour vous, il vous parle mal. Il vous insulte. Allez-y, revenez, allez-y. Oh, c'est dans un lieu public. Vous êtes exposé, tout ça. Tu as peur même de croiser quelqu'un que tu connais dans ton quartier. Tu as assis là, ton cœur bat comme ça. Souvent, les nuits, dans le migrant, il dit allez-y, venez tel jour. Rita, elle, dans le déni, avait refusé de commencer le traitement. J'ai arrêté le traitement parce que chez moi, cette maladie n'existait pas. Donc, je n'ai pas pris à ça. C'est pourquoi je ne prenais pas le médicament. Autre raison pour lesquelles certains séropositifs arrêtent leur traitement, les effets secondaires. Quand j'ai commencé le traitement, au début, ça me fatiguait. C'est comme si je ne prenais pas de médicaments. J'étais tout le temps malade. Je n'avais pas de force. J'étais tout le temps découragée. Je n'avais plus boire à la vie parce que je me disais que c'est un truc quand les gens vont savoir que j'ai cette maladie. Ils ne vont jamais m'accepter. Blandine, Rita et Elisabeth ont été considérées comme des perdus de vue. Ces personnes dépistées positives au VIH-Sida qui n'ont jamais commencé à prendre les ARV ou qui ont arrêté le traitement. Elles représentent à peu près 20%. Sur 460 000, le nombre de personnes infectées du VIH-Sida en Côte d'Ivoire, selon le programme national de lutte contre le sida. Chez nous en Côte d'Ivoire, on définit les perdus de vue pour une période de 3-6 mois. Quand les personnes ne viennent pas chercher leur traitement, on se dit que c'est des personnes qui sont perdues de vue. Quand vous commencez le traitement et qu'à un moment donné, vous abandonnez le traitement, vous vous mettez dans une situation de rechute et de survenue des affections opportunistes. Et également dans une situation de développement de résistance. Je crois que le danger, c'est d'abord pour eux-mêmes. Parce que le traitement antirétroviral, on ne cessera jamais de le dire, c'est la seule façon de maintenir les personnes infectées par le VIH en vie et le plus longtemps possible. Une situation préoccupante d'autant qu'elle est un facteur de propagation de l'infection. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers le programme national de lutte contre le sida, initie un ensemble d'actions dans ce sens. La première action consiste
à les appeler. Parce que quand vous commencez le traitement, il y a un ensemble d'informations qu'on collecte, comme par exemple par quel contact on peut vous joindre. La deuxième chose, quand ces personnes, au moment de commencer le traitement, acceptent à un moment donné qu'on vienne les voir chez eux à la maison, on envoie les agents communautaires qui vont à la maison pour voir s'ils peuvent retrouver ces personnes. Et quand ils retrouvent ces personnes, on les ramène dans les soins. Ensuite, les autres actions, ça consiste vraiment à tout mettre en œuvre pour les retrouver. Soit indirectement, à travers d'autres personnes qui les connaissent, ou même à travers des personnes qui sont sous traitement, des personnes vivant avec le VIH qui sont sous traitement, mais qui connaissent leur père. Et donc, c'est toutes ces actions que nous essayons de mettre ensemble pour retrouver ces personnes et les ramener dans les soins. La 19e édition de la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, ICASA, qui se déroule sur les bords de la lagune Ébrié, est un moment choisi pour les responsables de santé et leurs partenaires d'intensifier les campagnes de sensibilisation à travers des panels en vue de fléchir les indicateurs du taux des perdus de vue. Reportage signé David Soyo et Franck Quadio. De la santé à l'économie. En novembre dernier, la Côte d'Ivoire a reçu avec le Maroc le trophée d'or de la meilleure stratégie d'État 2017 en Afrique. C'était à Paris lors de la première édition de l'Africa Investment Forum and Awards. L'événement qui a réuni plus de 400 décideurs du monde a permis d'échanger sur les grands enjeux actuels et futurs du développement économique en Afrique. Le trophée d'or de la meilleure stratégie d'État 2017 en Afrique revient donc à la Côte d'Ivoire. Il a été remis hier à la ministre Nialé Kaba. Francis Boifo. Tout sourire. La ministre du Plan et du Développement Nialé Kaba présente le trophée d'or de la meilleure stratégie d'État 2017 en Afrique au personnel de son département ministériel. La Côte d'Ivoire et le Maroc sont lauréats de ce prix décerné à Paris en novembre dernier lors de l'Africa Investment Forum and Awards. Un prix raflé devant l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria, l'Égypte, le Kenya, le Ghana, le Sénégal et l'Angola. Selon les organisateurs, l'argument qui a pesé en faveur de la Côte d'Ivoire, c'est la réussite de la mise en œuvre du Plan national de développement PND. Depuis 2012, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, déroule une stratégie avec l'objectif de relever de façon substantielle le niveau de vie des populations ivoiriennes, réduire la pauvreté, créer des emplois, assurer la transformation structurelle de l'économie et accroître sa résilience. Ce prix est une reconnaissance de la qualité du travail qui est fait. En charge de l'exécution du PND, Nialé Kaba remercie l'ensemble des membres du gouvernement, les partenaires au développement et le secteur privé pour toutes les actions visant à développer la Côte d'Ivoire. L'État va s'employer à davantage accroître les résultats. Au personnel du ministère du Plan et du Développement, la ministre recommande la rigueur et le travail bien fait dans l'élaboration des stratégies. Et puis, la 8e édition du Forum postal africain s'est achevée hier, vendredi. La recommandation majeure de ce forum qui s'est tenu ici à Abidjan est d'adapter la poste à l'évolution du monde. Il s'agit de concilier mutations technologiques et services de proximité pour faire face à la menace qui pèse sur le courrier. Lansine Bakayoko. Rideau sur la 8e édition du Forum postal africain. Pas de résolution forte, mais une vision partagée. La révolution numérique ayant entraîné le déclin du courrier, son cœur de métier, la Poste décide de se réinventer un nouveau modèle économique. Dans un tel contexte, les gouvernements et les régulateurs ont pour mission de faire en sorte que le marché postal fonctionne dans un environnement juridique et institutionnel assaini en mettant en place des politiques sectorielles et des mécanismes de régulation garantissant le service postal universel et l'exercice de la concurrence, bien entendu saine et loyale, au bénéfice des citoyens. Grâce à son vaste réseau et à sa palette variée d'outils digitaux, en l'occurrence la banque postale, l'implication des pouvoirs publics devrait donner plus de moyens à la Poste pour faire face à la concurrence. Mais il va falloir aussi injecter de nouveaux capitaux. Je saisis donc cette occasion pour prier les organisations internationales, les entreprises locales ici, les bailleurs de fonds, d'apporter leur appui à la mise en place d'infrastructures postales favorisant ces objectifs. S'adapter ou disparaître, l'équation a visiblement trouvé une solution efficace.
On avait tous prédit la mort de la Poste parce que les TIC étaient arrivés, mais en réalité, c'est une opportunité pour que nous puissions améliorer notre catalogue d'offres et de services. Plus de 300 participants, dont 31 directeurs généraux, ont effectué le déplacement de la capitale économique ivoirienne. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution qui demande à la MINUSMA d'apporter un soutien logistique et matériel aux forces antiterroristes du G5 Sahel. Paris, qui portait cette résolution, aurait souhaité un soutien plus large et pérenne, mais Washington a refusé que les fonds de l'ONU soient engagés dans la force du G5. Un hommage grandiose est rendu ce samedi 9 décembre à Paris au chanteur Johnny Hallyday, décédé mercredi. Un hommage qualifié de populaire, mais pour lequel les services de l'État sont mobilisés et auquel Emmanuel Macron va participer. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci.